Très bien. Bon, bonjour à tous. Normalement, vous devez m'entendre, peut-être même me voir, je ne sais pas. Moi, je ne me vois pas. Mais donc, bienvenue à tous pour cette réunion, webinar matinale du comité CSE du Conseil de l'Ordre de Paris, région Île-de-France. Le webinaire de ce matin va traiter d'un sujet que vous avez choisi de voir et d'écouter sur le panorama des missions de l'expert comptable auprès des CSE comme étant un axe de développement. Normalement, vous êtes déjà une centaine à être branchés, donc on peut bien démarrer. Je continue. Donc, nous sommes deux à intervenir. C'est pas compliqué pour nous reconnaître, puisqu'il y a une femme et un homme. Je suis Jean-Luc Semama. J'anime le comité CSE du Conseil régional. Et ma consoeur, que vous devez voir normalement à l'écran, j'espère que vous la voyez bien. Tu peux te présenter, Claudine? Vas-y, tu prends la parole. Tu te présentes. Bonjour, bien, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et membre du comité CSE du CRO que nous avons créé il y a quelques années déjà. Merci, Claudine. Donc, nous allons être ensemble pendant une bonne heure, puisqu'on devrait arrêter à 10h15. Et vos questions, que vous pouvez écrire sur chatter, nous pourrons les lire et nous y répondrons au fur et à mesure. On a choisi comme temps d'intervention ce matin deux points principaux. Ce que sont les CSE, pour ceux qui éventuellement ne les connaîtraient pas, et le rôle de l'expert comptable, comment il s'exerce, et on mettra en annexe les outils que nous avons mis au point au niveau de l'ordre pour développer ces missions, pour que tous les confrères et consoeurs qui souhaitent s'y intéresser et pratiquer ces missions soient aidés pour les traiter du mieux possible. Dans les CSE, nous parlerons des attributions, de ce qui est particulier actuellement avec cette crise, et l'importance des CSE en termes de marché pour nos cabinets, les statistiques comptables. Et dans le rôle d'expert comptable, nous verrons comment ce rôle s'intègre dans l'évolution du rôle économique et social du CSE. Il y a deux types de missions principalement, des missions contractuelles et des missions légales. Quel intérêt il y a pour le cabinet et pour le client d'exercer ces missions et comment cela peut constituer un atout dans nos cabinets en termes de stratégie des ressources humaines, l'élément clé de nos cabinets. Et on verra après les outils. Alors, en ce qui concerne le CSE, alors, on dit globalement CSE. CSE, vous savez certainement, signifie comité social et économique. C'est une structure récente, puisqu'elle a été mise en œuvre en 2018-19, avec une deadline qui était fin 2019 au plus tard, pour exister, en fusionnant trois instances existantes. Les DP, Délégués du personnel, les CE, comités d'entreprise, et puis les CHSCT, les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Donc, c'est une réforme importante du droit du travail que cette fusion des instances, qui était motivée par une efficacité plus grande en évitant la redondance de certaines réunions, et puis cette instance qui est importante assure de manière plus structurée, plus forte qu'au préalable, l'expression collective des salariés pour leur permettre de voir leurs intérêts pris en compte au niveau des entreprises. Alors bien sûr, on s'intéresse là aux entreprises de toutes dimensions. Les DP, ça commence, vous savez comme moi, à 10 salariés, alors que les CE commençaient à 50. Chez les experts comptables, souvent, dans la clientèle traditionnelle, nous avons des clients qui ont des tailles inférieures à 50 salariés. Donc souvent, dans les cabinets classiques, nous ne voyons pas ces entreprises-là et les problématiques liées au CE. Alors que là, maintenant, avec ces missions que nous pouvons exercer depuis très longtemps, puisque c'est depuis la fin de la guerre que sont créés des CE et on a vu leur rôle évoluer, nous, experts comptables, on est de très proches des CE pour avoir un rôle d'accompagnement dans des périodes courantes ou particulières. Pourquoi? Parce que le CSE doit être informé, c'est le Code du travail qui le dit, et consulté. C'est-à-dire deux choses, informer et consulter. C'est une information
on donne une information au point final, mais consulter, ça veut dire avoir un retour, avoir un avis. Ce qui veut dire qu'il faut que le CSE et ses membres comprennent ce qui leur est communiqué, sachant que les membres du CSE sont des salariés d'entreprise qui peuvent être à la fois des caristes, des coursiers, des personnels d'accueil, d'entretien, des cadres, et tout ce que vous voulez. Donc tout le monde n'a pas forcément la connaissance et la compétence en matière juridique, économique, et que donc nous pouvons, nous, experts comptables, avoir un rôle pédagogique pour faire comprendre les choses. On va en parler dans quelques instants. Sur quel point le CSE doit être consulté et informé, plutôt informé d'abord et consulté après, sur tout ce qui touche les effectifs, tant au niveau du volume que de la structure, tout ce qui concerne l'évolution juridique de l'entreprise, changement de statut, évolution, on va en parler, des conditions de travail, l'introduction des nouvelles technologies, et tout ce qui touche, puisque maintenant on a fusionné avec les CHSCT, aux conditions de travail, de sécurité et conditions de santé. C'est-à-dire, comme le spectre est large, de l'information et de la consultation. Le CSE, à travers ses membres, peut procéder à l'analyse des risques aussi auxquels les travailleurs sont exposés. Et en période de Covid, il y a bien sûr des choses à dire et à faire. Et deuxièmement, peut aussi formuler des propositions en vue d'améliorer les conditions de travail, la formation, etc., etc. Donc, ce rôle est très important et c'est la raison pour laquelle, dans les CSE, le rôle d'expert peut être important. Alors, on va distinguer les CSE de moins et de plus de 50 salariés. Ceux qui ont moins de 50, c'est ceux qui n'avaient pas de CE précédemment, où il y avait juste des DP. Donc, les attributions du nouveau CSE restent à peu près cadrées sur le rôle des délégués du personnel, c'est-à-dire de présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives qui ont trait à tout ce qui est social. Je vais m'excuser. Sur tout ce qui a trait au salaire, aux conditions de travail, les protections sociales, etc. Le CSE peut aussi saisir du travail en cas de manquement et d'être consulté aussi en cas de licenciement collectif, en cas de reclassement, etc., etc. Pour ce qui est des moins de 50 salariés, c'est à peu près le même rôle que ce qu'il y avait précédemment. Lorsqu'il y a plus de 50 salariés, on se retrouve dans la situation où il y avait précédemment déjà un CE, et donc le CSE dispose donc des mêmes attributions que du CE précédent, mais avec en plus les attributions qu'avaient les délégués du personnel et les CHSCT. Donc, le CSE a une mission très importante et large qui vise à assurer l'expression collective des salariés pour voir leurs intérêts pris en compte, bien entendu, pour tout ce qui concerne la gestion et l'évolution économique et financière de l'entreprise, et ainsi que celle qui concerne l'organisation du travail, la formation professionnelle, etc., etc. Donc, le CE doit être informé de la marge de l'entreprise, aussi bien en matière d'emploi que de nouvelles technologies, que d'organisation, et tout ce qui relève du champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sont aussi des éléments qui doivent être portés à sa connaissance pour information et pour consultation. De la même façon qu'avec la réforme Rebsamen, c'est que les CSE ont vécu plusieurs réformes depuis quelques années. Il y a eu des réformes plurielles et rapides, dont une importante en matière de consultation du CSE. Et il y a en matière de consultation annuelle du CSE 3 grandes consultations. Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est un point extrêmement important. Sur sa situation économique et financière, ainsi que sur sa politique sociale et des conditions de travail. Donc, consultation annuelle, c'est donc de l'information à communiquer au CSE avec demande d'avis. Et c'est là-dessus, justement, où nous, experts comptables, on a vraiment un rôle à jouer. Alors, le CSE peut vivre sa vie tranquillement quand tout se passe à peu près normalement, mais il y a actuellement, ça n'échappe à personne, une crise économique, sanitaire et sociale
qui bouleverse un peu les choses. Et Clotilde Vergnol va vous présenter les particularités de la période actuelle. Oui, du fait du contexte dans lequel nous évoluons actuellement, les modalités d'exercice de leurs attributions économiques et sociales par les élus ont été bouleversées. En particulier, dans le cadre de la participation aux négociations concernant l'organisation du travail, et non pas seulement du temps de travail, mais du travail en lui-même, parce qu'il y a les mesures sanitaires, gestes barrières, l'environnement de travail, le télétravail, ce sont de grands postes, le port du masque, les conséquences si un salarié s'avère positif, le savoir, quelles actions mettre en œuvre, quel périmètre, quelle durée. Vous vous rendez bien compte vous-même chez vos propres clients et dans vos propres cabinets de tout ce que ça peut impacter. Les modalités de réunion ont été bouleversées aussi, puisque, comme l'a dit Jean-Luc, les CSE n'ont pas vu régresser leur attribution, mais ils avaient déjà eu moins de temps, moins de moyens, bien souvent pour le faire. Mais les conditions actuelles ont été bouleversées avec l'apparition de la visioconférence, des réunions préparatoires difficiles à organiser, puisqu'elles nécessitent que ceux qui ne participent pas à la réunion, c'est-à-dire en règle générale, c'est des réunions préparatoires entre élus, disposent des moyens pour pouvoir le faire. Et puis, il y a les déplacements qui ont été modifiés. Les réunions en physique ont été bouleversées et la responsabilité de l'employeur a aussi été encore plus engagée. Donc, on le vit, nous, je pense, et pour ceux qui pratiquent ce genre de mission, on voit bien que nos conditions aussi de travail, nous, experts comptables qui accompagnons les CE, ont été bousculées, dirons-nous. En plus, il y a les conséquences qui peuvent y avoir sur les aspects de l'action sociale des CSE, c'est-à-dire les activités qu'ils mettaient à disposition des salariés, sorties, voyages, sport, fêtes de fin d'année. Tous ces budgets ont été bouleversés. Et en plus, il y a une incidence, puisque sur le budget du CSE, je vous rappelle, ou si vous ne le savez pas, je vous l'indique, c'est qu'il est calculé désormais sur la masse salariale brute soumise à cotisation. Le chômage partiel s'étant développé, nous avons des impacts qui pourront être très importants dans certains cas sur l'incidence sur la gestion du budget et le montant de ce budget. Et l'activité et les liens économiques que le CE avait pu mettre en place, les voyages, la distribution de certaines activités ont été aussi modifiés. Donc, c'est une période très délicate qu'ils doivent gérer à distance bien souvent. Après, il y a aussi, dirons-nous, ce qui les préoccupe beaucoup, et on le voit qu'ils sont très demandeurs, c'est l'appréciation de l'impact de cette situation économique et financière sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et la révision, justement, du budget prévisionnel pour 2021 et l'impact sur l'emploi. Parce que ça va être une période, bon, je pense qu'on y reviendra, mais c'est une période qui est très douloureuse et on l'entend régulièrement, même à la radio. Donc, tous ces points sont très spécifiques et en plus, il y a des actions préventives avec un déclenchement potentiel et régulier du droit d'alerte, l'accompagnement en cas de licenciement, parce que la période a des conséquences sur la vie des entreprises. Alors, je laisse Jean-Luc parler aussi du champ, puisque je parle beaucoup des entreprises, du champ sur lequel ces CSE évoluent et de leur importance en termes de marché. Alors, merci. Justement, alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce secteur d'activité et qui s'y intéressent, votre présence nombreuse ce matin montre que vous êtes nombreux à chercher peut-être aussi des orientations complémentaires pour votre cabinet. Il faut savoir que les CSE donc, existent dans toutes les entreprises, normalement, qui ont plus de 10 salariés, et que ce sont des chiffres qu'on a évalués, qu'a évalué le comité d'évaluation des ordonnances. En 2020, il y avait 81 000 établissements distincts qui ont mis en place un CSE qui couvrait 10 millions d'entreprises, puisque bien sûr,
euh, le champ du privé n'est pas couvert et le champ des petites entreprises de moins de 10 n'est pas couvert, et que la moitié des CSE qui sont créés concernent un effectif de plus de 50 salariés, ce qui veut dire que pour les experts comptables, le champ d'exécution de mission porte sur environ 40 000 CSE. Alors bien sûr, ce n'est pas grand-chose comparé au nombre d'entreprises françaises dont le nombre dépasse 2 millions qui constituent le marché classique des experts comptables. C'est une niche, c'est un secteur très particulier, mais il existe, il faut le savoir. Alors, au niveau de ces CSE, dont le rôle est quand même récent, puisque je vous dis qu'ils ont été créés récemment, fin 2019, c'était la date limite, ça s'est fait en 2018-19, donc ça fait à peine 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que ça existe pleinement. Donc tout le monde n'a pas encore pris la mesure du potentiel d'action des CSE. Beaucoup de CSE sont constitués en transformant leur CE en CSE, sachant qu'il y a plusieurs niveaux, parce qu'un établissement de plus de 50 salariés peut avoir un CSE comme avant il pouvait avoir un CE, et que dans une entreprise qui a plusieurs établissements, il y avait précédemment un comité central d'entreprise, et que là, il peut y avoir un CSE central aussi, donc qui peut regrouper plusieurs structures, et on garde toujours, comme précédemment, d'autres niveaux d'intervention avec des CSE européens ou de groupes, donc dans un même groupe. Donc il y a plusieurs niveaux, mais là, on va s'intéresser à l'aspect général parce qu'on a un temps limité et que ceux qui souhaitent aller plus loin pourront lire ou de la très bonne documentation là-dessus ou aller en formation. Notre magnifique institut de formation de la profession francilienne qu'est l'ASFOREF, une structure qui n'est pas assez fréquentée à mon avis, même si elle est très fréquentée, parce qu'il y a vraiment un trésor de formation dans l'ASFOREF, une structure à laquelle je suis extrêmement attaché et qui fait un super boulot et que je salue au passage s'il y en a qui nous écoutent, qui font partie de l'ASFOREF. Alors, au niveau des CSE, notre conviction, nous experts comptables, qui avons une expérience de ces structures, c'est que cette instance, euh, qui représente des salariés, pourrait être encore plus renforcée si les salariés et les élus qui la composent prenaient conscience de tout son potentiel. Nous nous inscrivons, nous experts comptables, dans le dialogue social. Quand on a l'habitude de travailler pour des entreprises, on est en dialogue avec notre client, le chef d'entreprise. Quand on est expert comptable d'un CSE, on est en dialogue avec notre client qui est le CSE, qui lui-même doit dialoguer avec son employeur. Et nous sommes souvent une interface entre les deux pour nos expertises. Et nous sommes convaincus que le dialogue social est un levier extrêmement important de performance économique dans l'entreprise. Et on le voit bien dans toutes les études, que les entreprises qui sont les plus performantes au monde sont celles dans lesquelles les salariés sont le mieux intégrés, qui trouvent du sens à leur activité, qui vont travailler de façon heureuse et respectable et respectée, et où leur avenir est clair, où il y a une communication, où il y a un vrai dialogue. En fait, en France, c'est peut-être lié à notre histoire, il y a souvent défiance et méfiance qui ont remplacé la confiance. Probablement pour des raisons qui s'expliquent, mais bon, nous souhaitons essayer de recréer de la confiance, et elle ne peut se créer cette confiance que sur une base de transparence. Il faut que l'entreprise et ses dirigeants acceptent d'être transparents, d'expliquer, de communiquer, non pas uniquement sur ce qui est passé, mais aussi réfléchir à ce qui est l'avenir, l'anticipation, parce que les salariés de l'entreprise et les représentants, notamment les élus au niveau du CSE, sont responsables. Ils sont élus, mais par rapport à leurs collègues, ils doivent exercer un rôle de veille permanente, d'anticipation, parce que leur emploi est essentiel, vous imaginez bien, surtout aujourd'hui où les entreprises sont quand même sous perfusion et que le jour où ça va s'arrêter, on va voir tomber les entreprises une après les autres qui, qui ont été très secouées par la crise actuelle. Donc, on a un rôle extrêmement important
qu'on doit exercer avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'écoute de la part des élus, qui sont souvent de très bon niveau et qui ont une bonne perception des choses. Et c'est le cumul des compétences et des savoirs qui permet d'aller plus loin pour faciliter ce dialogue dans l'entreprise, qui est vital à l'entreprise, aux salariés et à son développement. Nous allons maintenant vous parler de l'évolution, justement, du rôle du CSE en matière économique et sociale. Alors, bien évidemment, dans ce contexte déjà précédent, mais encore plus dans le contexte actuel, les élus membres du comité social et économique ont un rôle accru avec souvent des moyens moindres, puisque du fait de la réorganisation des instances, leur regroupement, le nombre d'élus dédiés à l'exercice des différents mandats est resté en deçà du seuil du cumul des différents mandats antérieurs. Un temps de délégation qui a été organisé et des budgets qui sont liés à des réductions bien souvent d'effectifs, et on vient de le voir du fait de la crise, à des réductions de masse salariale de calcul. Et ils ont des besoins qui sont des besoins complémentaires pour lesquels ils ont besoin de connaissances économiques, et notamment dans le cadre de l'analyse de la stratégie de l'entreprise en fonction de leur secteur d'activité, des aspirations des salariés eux-mêmes, quand les conditions de travail et leur avenir et leur pouvoir d'achat va évoluer, ils sont inquiets, ils s'interrogent et ils ont des exigences vis-à-vis de nous qui les accompagnons en termes de compétences à acquérir, mais aussi de compétences à mettre à leur disposition, d'où la nécessité de les accompagner, de les écouter et d'être disponibles. Mais aussi cet accompagnement, ils veulent pouvoir tenir ce rôle auprès de ceux qui les ont élus et ils sont très, 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 très demandeurs de formation. D'une écoute, certes, mais le plus souvent, ils voudraient que ça ne grève pas trop leur budget de fonctionnement, que nous allons voir dont ils disposent. Alors, experts comptables, avocats, consultants, puisque avec la réforme Rebsamen, une partie de ces coûts qui étaient avant à la charge de l'employeur ont été mis à leur charge. En plus, dans les facteurs d'évolution potentiels, des projets de loi sont en cours et Jean-Luc va vous les exposer, qui pourront accroître encore leurs demandes et l'évolution de leur rôle. Oui, merci, Green. Oui, vous savez que l'environnement prend de l'importance, qu'on a eu un certain nombre de sommets internationaux à ce sujet, et qu'actuellement est au Parlement un projet de loi qui s'appelle Climat et résilience pour justement traiter des différents aspects environnementaux sur lesquels nous avons pris des engagements lors des sommets européens et pour les mettre en musique. Dans ces discussions, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, encore à la commission spéciale qui utilise ce projet de loi, mais qui va arriver bientôt en discussion devant les députés, et non plus dans la commission. Il y a un volet dans le volet environnemental, il y a une partie pour les entreprises qui génère de l'information nécessaire à donner au CSE. Alors nous avons vu une brèche pour nous, experts comptables, et on s'est mobilisé à travers l'ordre. Pour ma part, j'avais sensibilisé le président du Conseil supérieur là-dessus, pour dire que si le CSE doit être informé de certaines choses, il faut qu'il puisse valider les informations qu'on lui communique. De la même façon que, quand il est informé, je parle du CSE, des éléments sociaux ou financiers ou économiques, il avait le droit aujourd'hui de recourir à un expert comptable pour mieux les comprendre et pour être une force de proposition ou critique éventuellement ce qu'on lui communique. Et de la même façon, il fallait que pour les éléments liés à l'environnement, que le CSE puisse avoir les mêmes droits. Et alors, je ne sais pas que c'est uniquement grâce à notre action à nous, mais bref, nous avons été entendus pour l'instant, puisque au niveau de la commission spéciale du Parlement qui traite de ce sujet-là, il est prévu une extension du rôle de la consultation des CSE sur les aspects non seulement économiques et sociaux, mais également environnementaux, et que le rôle d'expert comptable sur
l'accompagnement des CSE sur ces terrains-là va donc être accru en conséquence. Nous espérons que les députés ne vont pas retirer ces éléments-là et que les sénateurs non plus. Bref, ça pour vous dire que le rôle des CSE évolue, il s'adapte à la société et à ses mouvements de fond. Et nous, experts comptables, nous sommes vigilants pour assurer notre rôle de veille, de conseil, d'accompagnant auprès des CSE, parce que nous sommes convaincus justement que le rôle est très important pour favoriser l'entreprise un bon dialogue, mais également pour préparer l'avenir, parce que l'entreprise a de grandes forces, ses produits, ses services, ses marques, si vous voulez, mais également ses équipes et le personnel, et que nous sommes convaincus que du personnel bien informé, qui comprend, qui peut dialoguer, qui peut être force de proposition, favorise l'entreprise et son développement. C'est la raison pour laquelle on est d'ailleurs à ce point autant impliqué et probablement, peut-être le sentez-vous dans nos propos, aussi motivé parce qu'on exerce un rôle extrêmement important et extrêmement intéressant. Enfin, c'est mon point de vue et je suis persuadé que ma consoeur Céline Dagnol partage ce point de vue. Et nous allons maintenant vous présenter dans les missions que le CSE peut confier à un expert comptable, quelles sont ces missions, quel est notre rôle, sachant qu'il y a deux types de missions. Il y a des missions contractuelles qui résultent d'un accord entre le CSE et l'expert comptable et des missions légales qui proviennent de l'architecture du Code du travail. Donc, Denis Daniel va vous présenter tout de suite les missions contractuelles qui s'affichent normalement sur votre écran. Alors, elles sont nombreuses parce que pour assurer leur mission, les CSE disposent de deux outils. D'abord, un outil en termes de temps, puisqu'ils ont des heures de délégation. Bien évidemment, beaucoup jugent qu'elles sont insuffisantes vu justement l'accroissement de leurs obligations et potentialités d'intervention. Et ils disposent de moyens financiers. Alors, ces moyens financiers sont répartis entre deux budgets. Ce qu'il faut être bien conscient, et ça choque des fois certains de nos confrères, c'est que ce sont deux budgets distincts avec des attributions potentielles des fonds qui sont gérés dédiés, à savoir le budget de fonctionnement, terme un peu impropre parce que il est destiné non pas à faire fonctionner l'ensemble des activités, mais à l'exercice par les élus de leurs attributions économiques et professionnelles. Alors j'ai l'habitude de dire, quand je veux faire comprendre bien les choses, c'est que ce budget est fait pour exercer la défense des salariés, la compréhension de la marge de l'entreprise, l'assistance auprès des salariés et faciliter le dialogue social avec la direction, mais en aucun cas pour accroître le nombre de guirlandes sur l'arbre de Noël. Voilà. Alors c'est une façon très pragmatique. On verra qu'il y a quand même des potentialités de transfert d'une partie, mais d'une partie des excédents seulement, si vous rentrez dans le détail de la gestion. Et ce budget est calculé sur une base de la masse salariale et c'est une loi qui a été mise en place il y a déjà un bout de temps, en 83, qui la fixe à 0,2% la masse salariale brute soumise à cotisation. Et dans les établissements dont le seuil dépasse les 2000, c'est 0,22. Alors, bien sûr, les employeurs ont la possibilité de donner plus, mais c'est rare. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont négocié plus. Bon, par contre, le budget des activités sociales et culturelles, lui, est destiné à financer les institutions sociales que gère le CSE et il est fixé par un accord d'entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'à la mise en place des CSE. Ça découlait plus d'accords de branche. À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au taux appliqué au rapport existant les années précédentes. Avant, on parlait de montant, là maintenant, on parle de taux. Et vous voyez que ça peut avoir une incidence importante, puisque si on maintient le taux, on n'a plus
je dirais, la sécurité du montant de l'assiette de calcul. Et chaque budget ayant une fonction précise, il convient de pouvoir faire la distinction de l'utilisation de chacun des budgets. Alors, ça nous a conduit à quoi? Avant la loi sur la transparence financière, qu'un certain nombre d'entre nous dans le groupe ont bataillé pour qu'elle soit mise en œuvre, et mise en œuvre en reconnaissant notre rôle, l'obligation pour les CS était de rendre compte, mais il n'y avait pas de contrainte sur la façon de rendre compte. Alors, pour l'anecdote et pour vous faire sourire, bien qu'on n'ait pas beaucoup de temps devant nous, le rendre compte, c'était souvent de compiler dans des classeurs les factures, et si vous vouliez les trouver, vous alliez dans les factures. Bon, maintenant, on a un cadre légal, l'autorité des normes comptables a rendu des avis, et nous vous mettrons, on verra ça dans les outils, tous les outils disponibles pour que vous puissiez exercer et aider donc ces élus à tenir leur comptabilité, quelle que soit leur taille, selon des indications qui vous seront fournies. Alors, elles portent sur l'ensemble des ressources, que ce soit les ressources fournies par l'employeur ou la participation éventuellement des salariés, la contribution des salariés à l'activité en question. Et ce qui est important de savoir, c'est que selon la taille, les obligations ne sont pas les mêmes. Alors, quand on parle des ressources, dans un premier temps, on prend l'ensemble des ressources versées par l'employeur au titre des activités économiques et sociales, comme nous, dans notre jargon, on appelle AEP, attribution économique et professionnelle, et au titre des activités sociales et culturelles. Et le total des deux, s'il est inférieur à 153 000 euros, ancien seuil des associations en francs, qui fait qu'ils ont un type d'obligation. Par contre, au-delà de 153 000 euros, ils doivent faire appel à un expert comptable pour présenter leur compte avec une mission bien précise de présentation et des contraintes de présentation qui sont celles qui sont issues non seulement de l'autorité des normes comptables, mais aussi inspirées fortement des associations. Alors, ça, c'est une mission nouvelle qui a été mise en place par on va le dire, hein, Jean-Luc, on s'est bataillé pour que notre rôle soit reconnu. Donc, voilà un champ pour vous. Et au-delà de 153 des seuils de 3 millions de ressources annuelles, 3 millions 100 de ressources annuelles, 1,5 million de total de bilan et 50 salariés à temps plein à la clôture de l'exercice et salariés du comité, là, les commissaires aux comptes ont un mandat de certification. Donc, ces missions sont nombreuses du fait qui découlent de cette possibilité. Ça va de la tenue à la révision, à l'établissement des comptes annuels, à des budgets prévisionnels, des salaires et le suivi social, puisque beaucoup d'entre eux ont un ou deux salariés, voire dès qu'ils dépassent bien sûr les seuils, voire à temps partiel ou voilà. Donc il y a des missions sociales. L'organisation informatique est très importante, et même administrative et comptable, le conseil juridique, et bien sûr la formation, la préparation de ces travaux. Et alors une partie, tout ce qui tient aux missions de présentation et aux honoraires des commissaires aux comptes, a été fléché tout de suite sur le budget de fonctionnement. Et ça fait partie c'est devenu une mission quasiment légale, c'est même devenu une mission légale puisqu'elle est dans le Code du travail. D'autres missions sont des missions plus contractuelles, c'est l'assistance sur l'organisation de leurs travaux ou les expertises libres. Et bien évidemment, toutes ces missions, suivant leur destination et leur organisation, sont en charge sur ce budget de fonctionnement, il n'y a pas de doute, parce qu'ils ne viennent pas gréver justement le budget des activités sociales et culturelles.
Ensuite, toute une série d'autres missions qui existaient déjà ont été développées et je vais laisser Jean-Luc vous les exposer. C'est ce qu'on appelle les missions légales qui sont liées plus à la vie de l'entreprise et au secteur dans lequel elle évolue. Merci. Oui, donc vous avez bien compris en ce qui concerne la gestion du CSE, qui a des moyens à sa disposition, financiers, quelquefois même matériels, voire humains même, et qu'il y a des comptes à tenir, et que par rapport à cela, le rôle d'expert comptable donc, existe, comme si c'était un client, entreprise, association. Le CSE a des comptes à tenir et il a besoin de conseils, il a besoin de contrôle, il a besoin d'être accompagné. Et nous sommes très heureux d'avoir obtenu d'ailleurs que pour certains CSE dont les ressources dépassent, celui d'un instant Tony Vergnol, 153 000 euros, qu'il y ait une présence obligatoire d'expert comptable. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est un combat il y a quelques années. Et on est ravis d'avoir étendu le champ d'intervention de notre profession. En ce qui concerne les missions légales, donc voilà, par rapport à l'entreprise, il faut savoir que, tout à l'heure nous l'avons rappelé, les élus du CSE doivent être informés et consultés sur certaines choses. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y a donc 3 grandes consultations annuelles. Alors, lequel donc le CSE va être consulté et où il a besoin d'être accompagné quelquefois par un expert comptable, s'il le souhaite, ce n'est pas une obligation. Et aujourd'hui, nous mesurons que, grosso modo, un gros tiers des CSE a recours à un expert comptable, mais pas tous, ce qui montre bien le potentiel de développement. Bien sûr, dans les grandes entreprises, l'expert comptable est présent, donc auprès des CSE. Dans les entreprises plus petites, ce n'est pas le cas toujours. Et nous militons, nous, pour que ce soit général, parce que pour justement qu'il y ait un bon dialogue dans l'entreprise entre l'employeur et les salariés, il est bon que les salariés, à travers le CSE, soient bien informés et bien compris leur rôle économique et social, et que l'on parle bien des données d'entreprise bien analysées et non pas incomprises. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, même en matière de compte, par exemple, on pourrait très bien lire dans un bilan une ligne personnelle ou dans un compte de résultat une ligne charge personnelle, et quand on n'est pas initié, on ne voit pas bien la différence. Donc, nous parlons d'enjeux importants, surtout aujourd'hui, où l'emploi est assez menacé avec la crise et où des mesures sont à prendre pour que les élus, à travers le CSE, soient bien informés. Alors, il y a des missions, enfin précédemment, avant cette réforme, les missions étaient ou financées par l'entreprise ou financées par le CSE. Point. Il a été négocié que pour certaines missions, le financement restait encore à la charge de l'entreprise, mais que pour certaines d'entre elles, il y avait un partage du budget à 20-80, 20 pour le CSE, 80 pour l'entreprise. Je vais y revenir. Alors, certains peuvent trouver ça cocasse et curieux que l'entreprise doive payer les missions que les CSE déclenchent auprès d'un expert comptable. L'entreprise n'a pas choisi expert comptable, il est choisi par le CSE et elle doit l'honorer. De la même façon que les actionnaires choisissent leur commissaire aux comptes et les honoraires des commissaires aux comptes sont financés par l'entreprise. Ce qui est normal, c'est pour que les actionnaires puissent assurer leur rôle à partir de comptes qui ont été vérifiés et certifiés ou pas, parce qu'il y a un avis. Et de la même façon, là, pour le CSE, il a été considéré par le législateur qu'il fallait que les CSE, que les élus des CSE soient bien informés et disposent de moyens d'information auprès de professionnels comme nous, qui avons été reconnus comme étant les hommes et les femmes capables d'assurer cette fonction d'éclairage, d'analyse, de diagnostic et de pédagogie pour permettre aux élus du CSE de comprendre des choses quand ils ne sont pas dans cette partie-là, d'autant que, même sans nous,
ils n'auraient pas accès aux mêmes documents auxquels nous avons accès, car nous avons un champ d'accès assez large aux documents d'entreprise, autant que le commissaire aux comptes. C'est-à-dire que nous pouvons analyser et rendre compte de choses que nous avons pu diagnostiquer. Et la mission la plus basique, entre guillemets, annuellement, c'est d'analyser la situation économique et financière de l'entreprise. Il ne s'agit pas bien sûr de commenter les postes d'actifs, de passifs ou de compte de résultats, mais vraiment d'analyser l'entreprise sous son prisme économique et financier, avec le groupe dans lequel elle se situe éventuellement, son activité, ses risques. Bref, il s'agit de faire une véritable analyse, un diagnostic pour cela. Et d'ailleurs, nos collaborateurs qui travaillent sur ces sujets-là ne sont pas nécessairement des collaborateurs comptables, je dirais presque loin s'en faut. Enfin, dans mon cabinet, par exemple, ce sont des économistes, ce sont des financiers, des analystes qui font ces missions-là parce qu'il faut sortir du rôle comptable et du langage comptable, même si on utilise, bien sûr, le PE, la valeur ajoutée, mais il faut prendre une autre dimension pour faire comprendre les enjeux de l'entreprise. L'autre mission très importante, et à mon avis appelée à avoir un rôle encore plus important, c'est l'analyse des politiques sociales de l'entreprise et des conditions de travail. Comment évolue dans l'entreprise la gestion des ressources humaines? Il ne s'agit pas uniquement de dire voilà l'effectif, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, ou les rémunérations qu'on peut comparer. C'est d'aller bien au-delà pour analyser une politique sociale avec des objectifs. Et aujourd'hui, où les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier des informations sur leur gestion d'égalité hommes-femmes, c'est un point très important. Et c'est-à-dire que dans nos cabinets, pour assurer ces missions-là, nous devons avoir des collaborateurs dédiés à ce sujet. Voilà. À titre d'information, dans notre cabinet, on a des personnels ergonomes, par exemple, qui travaillent là-dessus. Parce que pour comprendre ces sujets-là, alors je ne dis pas que d'autres ne peuvent pas le faire, mais il faut penser, comme dans toutes les missions que nous assurons, ce qu'attend le client de nous. Il n'attend pas qu'on fasse des commentaires basiques. Ils attendent de nous, les CSE, que l'on fasse des informations pertinentes par rapport aux données que l'on peut analyser et des propositions. Donc, c'est extrêmement important. Et l'autre mission qui est mise en troisième ici, c'est le licenciement collectif de plus de 10 salariés, où le CSE a le droit de se faire assister par un expert comptable dans ces moments-là, qui sont des moments extrêmement chauds, de tension, ou bien des salariés vont voir leurs élus en disant mais est-ce que je suis dans la liste ou pas, mon cas est particulier, j'ai ma mère à charge, j'ai un enfant handicapé, j'ai ci, j'ai ça, bref, et où il y a une pression d'avoir des salariés pour qu'ils arrivent à sauver des emplois. Et les CSE ne sont pas des magiciens, même s'ils doivent dialoguer avec l'employeur, ils font au mieux. Alors, ils demandent à un expert comptable de les assister pour voir, bien sûr, si le licenciement est fondé, sachant que les employeurs ne sont pas de dernière pluie, excusez l'expression, mais ils sont bien informés de leurs droits et devoirs. Donc, même si quelquefois certains veulent aller un peu vite en manœuvre, mais ils n'agissent pas sans biscuit, entre guillemets. Donc, nous devons, nous, experts comptables, quand on est missionné pour ce genre de mission, analyser les tenants et aboutissants du projet. Pourquoi il y a ce licenciement? Est-ce que les raisons sont fondées ou pas? Est-ce qu'on peut limiter le nombre de licenciements envisagés? Est-ce qu'on peut faciliter l'accompagnement du personnel licencié? Bref, les choses ne sont pas blanc ou noir et nous devons faire une véritable analyse dans un délai qui est assez court parce que souvent, c'est un délai d'urgence qui conduit au licenciement collectif où l'employeur est très pressé. Et il y a même des cas où nous constatons des pressions, entre guillemets, pour éviter que le CSE ait recours à un expert comptable pour aller plus vite. Voilà, parce que le fait de nommer un expert, ça ralentit un peu le rythme. Et souvent, ce sont des moments un peu chauds. Et aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a des gros licenciements, quelquefois qui dépassent le millier de salariés.
Et nous n'oublions jamais à quel point l'emploi est source euh, de vie pour bien des gens, et que quand on peut sauver un emploi, c'est très important. Voilà. Il n'y a pas de petits plans sociaux, parce que toutes les familles concernées sont quelquefois très touchées. Nous voyons qu'il n'y a pas que les aspects économiques. Nous voyons qu'il y a des suicides, il y a des licenciements. Nous voyons des gens qui dépassent 40-45 ans et qui se trouvent presque condamnés dans leur région à ne pas retrouver un emploi. Bref, c'est des moments compliqués, d'où la nécessité pour nous, experts comptables, de bien comprendre le terme d'écoute. Et nous devons vraiment écouter ceux qui nous missionnent, les élus des CSE, qui ont souvent une très bonne analyse, quand on les écoute les uns et les autres, de la situation, au-delà des aspects psychologiques ou réactifs. Il y a souvent beaucoup de fond dans leurs propos que nous pouvons intégrer dans notre analyse. Enfin, nous avons aussi des missions prises en charge à 100% par l'entreprise. Lorsqu'il y a dans l'entreprise un risque grave, identifié et actuel, souvent révélé par l'accident du travail, mais pas que, ou une maladie professionnelle, c'est tout l'aspect justement des risques sociaux qui faisaient avant partie des attributions des CHSCT. Donc vous voyez qu'il y a quand même un champ d'action extrêmement important. Alors, par rapport aux missions classiques d'un expert comptable, on n'est pas missionné par un CSE pour une durée indéterminée. Et nos missions ne sont pas renouvelables tacitement d'année en année. Nous sommes missionnés pour une mission. Et si on doit être renouvelé l'année suivante éventuellement, je parle par exemple des consultations annuelles, comme pour les situations économiques et financières, il doit y avoir un nouveau vote. Ce qui veut dire que dans un CSE qui lui-même fait l'objet d'élections, où les syndicats ont leur rôle, mais pas que, il y a des tendances au sein du CSE pour faire appel éventuellement à l'expert comptable et éventuellement en changer parce que les uns et les autres peut-être préfèrent un autre expert. Et puis il y a aussi des cas, ce qui est un point important dans ce type d'activité, où l'expert est consulté que parce qu'il y a un licenciement important. Il y a un gros licenciement, le CSE est inquiet, il nomme un expert pour essayer de limiter la casse et voir pour qu'il ne soit pas lui-même mis en défaut de ne pas avoir fait tout ce qu'il devait faire. Et une fois que cette mission est achevée, et le licenciement qui va suivre prononcé, eh bien, on n'a plus recours à l'expert comptable. Donc, nous essayons, les professionnels qui avons un peu l'expérience de ces missions-là, de créer une récurrence de ces missions. Parce qu'on explique aux élus des CSE que lorsqu'on connaît l'entreprise depuis quelques années, on est plus à l'aise, plus pertinent dans l'analyse éventuellement d'un projet de difficultés économiques ou projet de licenciement collectif lié à des difficultés qu'on voit venir éventuellement. Quand on est nommé sur un plan social du boîte qu'on ne connaît pas, c'est souvent plus compliqué, car le délai est très court, et bien entendu, nos collaborateurs ne sont pas là à attendre le téléphone pour qu'on les missionne. On a heureusement dans nos cabinets un peu d'activité et nos plannings sont souvent bouleversés lorsqu'on a une mission pour un plan social, par exemple. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ces missions-là, qui sont prises en charge par l'entreprise, sont des missions où il y a une très forte attente de la part des élus du personnel et où nous devons être hyper impliqués et donc hyper performants. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure nous parlerons des outils que l'ordre a mis à disposition des professionnels pour faire en sorte qu'on donne satisfaction aux clients, car on n'oublie jamais que lorsqu'on nous dit qu'on a fait appel à un expert comptable et que le CE n'était pas content, pour différentes raisons, que ce soit pour les missions contractuelles ou légales, c'est la profession entière qui porte cette image d'un mécontentement et nous souhaitons absolument que chacun de ceux qui travaillent sur ces missions-là réussisse ces missions-là. L'autre point, je vais être un peu plus court parce que le temps avance, c'est le financement qui est partagé à 20-80. En fait, il y a des missions comme un droit d'alerte, un peu différent du droit d'alerte du commissaire aux comptes, droit d'alerte économique, où le CSE peut, lorsqu'il constate des choses dans l'entreprise qui l'interpellent,
déclencher ce qu'on appelle le droit d'alerte économique, en demandant à son employeur un certain nombre de choses, des questions, des explications. Bien sûr, ce droit d'alerte est à utiliser avec précaution, puisqu'il ne peut être utilisé qu'une fois par an maximum. Et pour limiter son usage, pour cette mission-là et pour d'autres, il est mis à contribution et il doit financer 20% de la mission de l'expert comptable. Sachant qu'il y a des cas où il négocie avec l'employeur pour qu'il prenne en charge 100% de l'employeur, et que pour ne pas brider les petits CSE qui n'ont pas les moyens de payer 20%, parce qu'il y a des petits CSE qui ont des ressources très limitées, il est prévu que ces 20% ne s'appliquent pas lorsque le CSE n'a pas les moyens, par son budget, de le financer. Et dans ce cas-là, l'employeur complète. L'autre point important, qui fait partie d'une consultation annuelle, qui est fondamentale, celle-là, c'est les orientations stratégiques. Où va l'entreprise? Quelle est sa stratégie et ses conséquences au plan économique, financier et social, en termes d'emploi, en termes de ressources, en termes de recrutement. Et donc, cette mission-là, qui est vraiment sur l'analyse de la stratégie de l'entreprise, après de ce qu'elle peut dire, et ce n'est pas toujours évident, car des entreprises qui sont cotées en bourse ne veulent pas communiquer des informations, je dirais, confidentielles, donc, mais c'est une mission fondamentale parce qu'elle sous-tend le reste. Alors, bien sûr, les CSE peuvent nommer l'expert comptable, aussi bien pour la gestion économique et financière, pour la politique sociale ou la stratégique. Et pour forcément faire un choix entre les trois missions de consultation annuelle. Certains nomment l'expert pour les trois missions, certains nomment l'expert comptable pour une mission, certains même nomment des experts différents pour chacune des missions différentes. Bref, le CSE est souverain dans son choix de nommer un expert comptable. Je rappelle que lors du vote du choix de l'expert comptable, l'employeur ne doit pas participer, même si l'employeur préside le CSE, l'employeur ne prend pas part au vote. Et enfin, autre mission possible, tout ce qui concerne les conditions de santé et les projets qui peuvent modifier les conditions de sécurité ou de travail. Où là aussi, lorsque le CSE fait appel à l'expert, il contribue à son coût. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop long, nous avons déjà organisé au niveau de notre comité du CSE, du Conseil de l'Ordre de Paris, des matinales qui traitaient sur une de ces missions pour l'explorer plus à fond. Donc, certains d'entre vous ont déjà suivi, mais on en refera d'autres, parce que chacune des missions mérite des longs développements qu'on ne peut pas faire lorsqu'on présente, comme ce matin, le panorama des missions. On doit aller assez vite sur toutes ces missions. Oui, et il y a une mission qui reste d'actualité parce qu'on en entend parler, qui est à la charge du CSE complètement. C'est en cas de fusion d'entités où là, le CSE ne peut que désigner un expert sur ses fonds propres parce que cette mission, le droit de fusion, c'est l'employeur et les actionnaires qui en ont la maîtrise. Et l'information là est très confidentielle, on le sait, où quasiment le CSE est consulté pour informer et basta. Là, il faudra y consacrer un moment. Merci beaucoup, Claudine. Alors, on peut s'interroger sur l'intérêt de ces missions pour le cabinet et pour le client CSE. Alors, pour le client CSE, pour commencer, bien sûr que d'abord, ça permet aux élus d'avoir une compétence accrue. Quand on leur communique des informations, quelquefois, certains ont du mal à les appréhender. Et notre intervention permet leur de mieux comprendre les choses. Et d'ailleurs, souvent, nous voyons, au fil des années, quand on travaille avec les mêmes CSE pendant plusieurs années, que leurs compétences s'accroissant, leur demande précise auprès du cabinet s'accroît aussi. Et bien souvent, leur orientation de notre mission, même si elle est prévue dans les textes, je parle des missions légales, est très précisée par des élus qui veulent que l'on voit tel point en particulier, parce qu'il y a des choses basiques qu'ils ont maintenant compris. Donc, accroissement des compétences des élus, un point important. Donc, c'est là où vraiment nous voyons qu'on partit vraiment au dialogue social de l'entreprise en améliorant la capacité de dialogue. Et en plus, les élus peuvent ainsi émettre des avis plus éclairés, puisqu'ils
qui se base sur des choses précises et, notre qualité d'expert comptable nous oblige non pas à avoir des rapports partisans, mais des rapports d'expertise au sens plein du terme. Dans des élus, c'est quelquefois sont bien sûr des élus syndiqués. Nous, experts comptables, nous sommes des experts comptables. Donc on n'est pas là comme des experts syndiqués, on est là comme des experts comptables, ce qui donne à nos analyses d'autant plus de valeur qu'il ne s'agit pas d'être dans un camp et contesté forcément par la direction en disant mais votre expert, il a vu qu'une partie des choses parce qu'il est à votre solde, c'est vous qui l'avez missionné. On est des experts comptables au sens plein du terme et nous sommes à même d'apporter au CSE un appui lors des réunions, lorsqu'il y a des thèmes assez complexes, notamment les restructurations, comme vient de l'indiquer à l'instant Claudine Verniol. L'autre avantage pour les élus, c'est que lorsqu'ils ont un expert, généralement, ils ont plus de délais pour rendre un avis. Si on a un expert, sachant qu'il doit intervenir, ben forcément, on a court de délai, ce qui est d'autant plus important lorsqu'il y a des plans sociaux, notamment parce que dans un climat de tension extrême, d'apporter un peu de calme avec un peu de durée permet de limiter, je dirais, les risques de mauvaises décisions. Et ça facilite le dialogue social et parfois, il ne faut pas l'oublier, nous faisons des propositions alternatives qui sont issues des élus qui ont une bonne connaissance de leur métier mais ne savaient pas exprimer la capacité d'arriver à un point moins douloureux pour eux et qui est reconnu par l'employeur puisque nous sommes au-dessus des mêlées. C'est un point extrêmement important que vient de dire Claudine Verniol, c'est effectivement, quand on parle de la compétence accrue, c'est aussi non pas être dans la contestation ou la discussion stérile, c'est bien sûr de faire des propositions alternatives lorsqu'il y a un plan social, par exemple, lorsqu'il y a d'autres points où les élus n'ont pas la même analyse que l'employeur, ils peuvent faire des propositions. Et c'est extrêmement intéressant, même pour des consultations particulières. Je prends le cas d'un accord d'intéressement, par exemple, de participation. Tout à fait. Il peut y avoir d'autres solutions que celles proposées par l'employeur et de pouvoir aider et accompagner les élus à formuler un avis, une autre solution, une autre alternative. C'est un point important pour pouvoir mieux avancer. Je rappelle quand même à tout le monde, vous êtes 130 connectés au moment où je vous parle là, que vous avez sur votre écran, dans l'écran droite, une ligne qui s'appelle chatter, hein, et où vous pouvez poser des questions et auxquelles nous répondrons. Et vous avez une ligne et donc n'hésitez pas à l'utiliser. Enfin, pour le CSE, en matière comptable notamment, eh bien, le fait d'avoir recours à un expert comptable, ça permet de mieux respecter les obligations légales pour la gestion comptable du CSE. Ça permet également, sachant que dans les CSE, il y a des élections, lorsqu'il y a un changement, ça peut limiter la contestation de la gestion précédente. Si les élus ont bien tenu leur compte, avec des procédures, etc., pour éviter des abus ou des erreurs, c'est mieux pour tout le monde. Nous n'oublions jamais que l'argent mis à disposition des CSE, c'est de l'argent qui appartient aux salariés et que la gestion de ces fonds par les élus doit obéir à des règles strictes et à rendre compte de cela. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous intervenons de préférence en amont pour essayer de cadrer les choses. L'autre point important comme intérêt pour le cabinet, c'est que bien sûr, le cabinet peut se développer avec des nouvelles missions. Il peut aussi, c'est un moyen de diversifier son offre de prestations, de services. Et en accompagnant le client CSE, qui est souvent d'une taille supérieure, c'est ce que je disais au début, au client mutuel du cabinet, c'est un moyen de voir autre chose que des missions traditionnelles de suivi de compte, d'arrêté de situation, etc. Pour le cabinet aussi, c'est un moyen de se faire connaître sur ce marché, quand on en fait beaucoup,
et travailler avec d'autres partenaires, parce que dans ces missions-là, il y a quelquefois des travaux avec des cabinets qui travaillent que sur les aspects sécurité et environnement, conditions de travail, avec des avocats spécialisés. Et il y a même quelquefois des missions qui sont partagées par plusieurs experts comptables. Parce que quelquefois le CSE fait appel à un expert comptable pour l'accompagner pour la gestion comptable du CSE. Il y a un autre, par exemple, pour les missions légales. Bref, c'est pour le cabinet un moyen de se développer et d'apporter au sein du cabinet une tonalité sociale. Bien sûr, si on n'a pas cette fibre sociale, c'est compliqué. Si on n'a pas cette envie de transmettre le savoir et de faire en sorte que les élus comprennent mieux les choses comme un professeur doit transmettre, c'est compliqué, sachant que nous ne sommes pas des professeurs parce qu'on n'a pas affaire à des enfants qui sont en apprentissage, on a affaire à des professionnels qui savent beaucoup de choses, mais dans un domaine où nous sommes des experts, nous avons un complément d'information à leur apporter pour enrichir leur savoir et pour pouvoir encore mieux assurer leur rôle qui leur est dévolu par les textes et qui souvent d'ailleurs va se développer par rapport à leurs compétences et leur envie au-delà du texte. Hein. N'oublions jamais que l'aspect humain est fondamental dans l'entreprise. Alors, quand je dis ça, bien sûr, ça correspond à un volet extrêmement important de nos cabinets, qui est l'aspect ressources humaines. Nos cabinets ne sont pas des centres de production de documents comptables. Nos cabinets ressemblent de plus en plus à des entreprises et où nous devons prendre en compte nous-mêmes, pour nous développer des aspects stratégiques pour le cabinet. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre cabinet? Quels sont nos objectifs? Vers quoi on veut aller? Et faire en sorte que la matière essentielle des cabinets, qui sont la compétence de nos collaborateurs, nous permettent de leur offrir des voies d'épanouissement différentes pour les uns et pour les autres. Nous avons des collaborateurs qui adorent la révision comptable, d'autres qui adorent des missions de commissariat aux comptes, d'autres qui aiment bien plutôt arrêter des situations comptables ou faire des fiches de paye. Bref, tout est respectable. Mais pour certains, offrir de nouvelles missions, c'est un plus. Ce qui nous permet de fidéliser nos collaborateurs, qui voient des choses qu'ils ne voient pas forcément ailleurs, et qui peuvent aussi évoluer vers des compétences très particulières. À titre d'exemple, nos cabinets, nous avons développé avec certains collaborateurs une compétence particulière d'analyse des rémunérations en mettant au point des outils. Et donc, certains au cabinet deviennent plus compétents en matière de diagnostic, en matière de stratégie sociale, en matière de stratégie tout court, en matière de RH, en matière de secteur d'activité. Bref, c'est un point intéressant pour nos collaborateurs, car bien souvent, on sait bien que nos compétences nous permettent de récupérer des missions, et non pas l'inverse. On ne peut pas prendre des missions si on n'a pas la compétence. Donc, nous avons au début un travail d'investissement, peut-être en interne, pour arriver à proposer des missions et les réussir. Ce volet-là, je vais arrêter maintenant parce que le temps nous manque, mais est essentiel. Nos cabinets, n'oublions jamais, comme toute entreprise, ce sont des lieux où l'on travaille avec des hommes, ou des femmes, bien entendu, je pense ça au sens le générique du terme, et où le point humain est le plus important. Voilà. On voit des collaborateurs très motivés par ce qu'ils font, on voit des pattes chargées, donc il faut de la reconnaissance et les travaux et le panel des missions qu'on peut leur offrir est certainement une chance extraordinaire pour avoir des collaborateurs fidèles, épanouis au sein de nos cabinets. Et pour conclure, on va vous parler des outils que nous avons mis au point au sein de la profession pour vous aider à cela. Et je laisse ma chère consoeur Claudine Vergnol conclure avec ces informations. Bon, comme vous l'avez vu, c'est très intéressant, mais il faut encore vous douter de quelques outils et de formations complémentaires. Alors, la profession s'est engagée depuis l'origine de la création de la commission à mettre à votre disposition sur le site internet tant du Conseil régional que du Conseil supérieur en particulier, un certain nombre d'outils, dont un kit CSE, avec un guide méthodologique, le plan comptable, les modèles de lettres de mission, etc.,
tous les outils de base qui vous permettront de respecter la réglementation. On n'a pas eu le temps d'insister, mais il y a quand même un formalisme important et des délais à respecter et qu'il ne faut pas louper parce qu'il est bien évident que si vous ne les respectez pas, vous allez vous perdre la mission parce que tout simplement vous n'aurez pas répondu dans le délai et dans la forme à l'appel d'offres qui dans certains cas existe ou même à la formalisation de votre lettre de mission. L'ASFOREF organise des formations sur ce thème et je vous invite à y participer. Vous disposez aussi non seulement des sites internet. Alors, du fait de la nouvelle mandature, la lettre Actus Expert CSE est en cours de rénovation, dirons-nous, et de modification. Mais vous trouverez quand même sur le site toutes celles qui ont été écrites depuis plusieurs années, qui tournent sur les différents aspects de la mission et elles sont trimestrielles avec des sujets d'actualité brûlants. Vous allez certainement retrouver ces informations aussi dans le SIC, les articles qu'on commet et je vous invite à déjà aller sur le site du Conseil supérieur où vous trouverez tout ce qui est pour ce qui est la partie mission régalienne, légale, 2 ouvrages de base. Je n'ai pas les couvertures là, je n'ai pas pensé à les mettre devant la caméra, mais il y a un ouvrage qui est mis à jour régulièrement sur la tenue, c'est-à-dire la mission d'environnement économique, comptable et fiscal de la tenue des comptes des CSE. J'ai vu qu'il y avait une question sur le calcul des ressources. Je redonne vraiment, et je la précise, la réponse, c'est les ressources pour déterminer s'il y a obligation d'expert comptable, c'est le cumul des versements de l'employeur au titre du budget de fonctionnement AEP et au titre du budget des activités sociales et culturelles. Et c'est ces 2 budgets-là qui doivent faire plus de 153 000 euros pour qu'il y ait nécessité et obligation de recourir à un expert comptable. Après, les seuils, vous allez les retrouver facilement pour le commissariat aux comptes. Quant aux missions légales, mission sur l'analyse des comptes de l'entreprise, il y a aussi un ouvrage spécifique qui a été mis à jour récemment. Voilà. Oui, on répond aux questions. Oui, il y a une méthodologique qui est mise à jour chaque année au niveau du Conseil supérieur et vous le trouverez sur le site du Conseil supérieur avec toute la documentation qui est fournie, qui est vendue pour pas cher d'ailleurs, et même téléchargeable. Au niveau des questions, il nous reste 3 minutes avant que nous soyons déconnectés. D'abord, je voudrais vous remercier à tous de votre présence ce matin. Et j'ai une question qui s'affiche. C'est dans le contexte pandémique actuel, est-ce que le droit d'alerte économique paraît opportun? Est-ce qu'aujourd'hui, je suppose que c'est un des auditeurs qui pose cette question, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au contexte, serait opportun de… Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Le contexte est compliqué. Certains employeurs sont contraints de pratiquer des licenciements. Certains même, quelquefois, n'y vont pas par le dos de la cuillère. Quelquefois, il y a je vois des très grosses restructurations qui se préparent, ou qui sont déjà en cours. La question qui se pose, c'est que le droit d'alerte économique, c'est lorsqu'il y a des inquiétudes, lorsqu'il n'y a pas de réponse, lorsque l'employeur reste sourd aux questions, lorsqu'il y a un manque de dialogue. Quand on peut éviter les tensions, il vaut mieux les éviter. On n'est pas là à pousser pour qu'il y ait des missions sans utilité. Mais quelquefois, il y a des cas de figure dans l'entreprise où le dialogue est difficile, où tout est mal perçu. Même nommer un expert, même pour l'examen des questions économiques et financières, quelquefois, c'est très mal perçu. Bref, les employeurs qui préfèrent travailler de manière autoritaire. Aujourd'hui, n'oublions pas que la clé de la réussite pour éviter des difficultés, c'est travailler dans le dialogue, dans la transparence, dans la concertation, dans le respect des hommes et des femmes de l'entreprise, dans la préparation des nouveaux métiers éventuellement, pour anticiper les changements. Et aujourd'hui, on voit bien que partout va s'installer et s'installe l'intelligence économique et qu'il est important qu'on anticipe les choses, des nouveaux métiers aussi.
S'il n'y a pas d'autres points, c'est-à-dire 14, je laisse la parole à ma consoeur, c'est des choses à rajouter, avant de clôturer cette session de ce matin, en espérant voir nombreux à la prochaine, et en vous disant aussi que si parmi vous, il y a des confrères et consoeurs qui ont une compétence qu'ils veulent mettre à disposition de leurs confrères et consoeurs, c'est que nous avons au niveau du Conseil de l'Ordre de Paris des commissions de travail pour que les confrères qui ont des compétences viennent les partager et pour préparer des outils pour ceux qui n'ont pas cette compétence-là. Donc, et dans notre comité CSE, pardon, c'est ouvert. Ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Voilà, il suffit juste d'envoyer un petit mot et on reprendra contact avec vous après. Est-il d'autres questions? Clotilde, veux-tu rajouter le mot de la fin? Il est 10h15. Le mot de la fin, c'est merci de nous avoir écoutés et rejoignez-nous. Merci beaucoup. À très bientôt. Passez une très bonne journée. Faites attention à vous et à vos familles. La santé, ça n'a pas de prix et c'est essentiel. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.